Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan lecture de septembre 2025. J'ai lu 32 volumes, ce qui est plutôt correct pour un mois de 30 jours. On débute avec le premier manga du mois, à savoir le tome 28 de Blue Lock, édition Pika. Muneyuki Kaneshiro au scénario, Yusuke Nomura au dessin. Que dire de Blue Lock? Blue Lock arrive, je pense, dans sa dernière partie, en tout cas la conclusion de la partie en cours, puisque nous voyons finalement les derniers matchs du PXG, ou le dernier match, qui va permettre d'entamer dans le prochain tome le match entre le Bayern ou le Bayern München, donc le Bayern de Munich et le PSG. Voilà, les deux équipes qui sont invaincues à 3-0 pour l'instant, puisque ce sont 5 équipes, donc l'équipe qui gagnera le 4e match sera voilà, l'équipe championne, et je ne sais pas ce que ça donnera par la suite. Voilà, Blue Lock, ce manga de Battle Royale footballistique a un petit peu dévié de sa trajectoire originelle. On lui en veut pas trop, ça reste très haletant comme manga. Le scénario importe peu, même si la trame de fond permet quand même à l'histoire d'avancer et de se terminer un jour. Est-ce que ce sera le cas prochainement? Je n'en sais rien, je crois qu'au Japon ils ont quand même pas mal d'avance encore, donc à voir. À voir, à voir. Un bon manga, un sympathique manga. On poursuit avec le dernier manga du mois, à savoir le tome 140 de Hippo. Je n'ai pas encore collé la petite gommette, mais ça ne saurait tarder. Le tome 140 de Hippo qui nous montre un hippo qui doit aider Mashiba, son beau-frère, entre guillemets, à se préparer au titre de champion du monde, tout simplement, dans sa catégorie de poids. Alors qu'il pourrait accrocher les gants, mais en fait il s'entraîne toujours, il porte toujours des poids super lourds, donc il est toujours tout à fait capable d'aider à la préparation. Voilà, Hippo, ça semble infini, la recette est infinie, je ne sais pas quand est-ce que ça se terminera. Ce serait bien qu'on en voit la fin un jour, avant le décès de l'auteur, ce serait pas mal. Je rappelle que c'est un manga qui a commencé en 1989, donc maintenant 36 ans le manga. 36 ans, c'est pas mal, c'est vraiment une belle carrière. Pour Georges Morikawa et ses éditions Kurokawa, évidemment, depuis 2007, où nous avions eu les 3 premiers de manière simultanée. J'ai pas souvenir qu'on ait eu 3 mangas d'une même série en lancement. 2, ça se fait régulièrement, mais 3, ça ne me dit rien. On va poursuivre avec le gros morceau du mois d'août, qui s'est conclu ici au mois de septembre avec les tomes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, Rokudenashi Blues, ou Maeda, comme dit mon fils, puisque c'est le prénom du personnage principal, Tyson Maeda. Alors, Rokudenashi Blues, je peux vous dire que c'est un manga culte sur lequel on a une belle accroche, je dirais, et pour lequel de vrais sentiments se développent. Et ça, je peux vous le dire parce que j'arrive à retenir les prénoms et les noms de plusieurs personnages, ce qui n'est absolument pas le cas dans différents mangas. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai enchaîné les tomes, mais il y a un vrai truc sur Rokudenashi Blues. Vous voyez, les personnages ont un vrai style, ça. On a vraiment... Enfin, il y a vraiment un truc avec le dessin. Hein, si je compare avec le tome 3 de Crows, dont on parlera juste après, qui est un bon manga, mais vous voyez, le trait n'est pas le même. Crows, ça fait beaucoup plus cartoon. Hein. Rokudenashi, se veut plus réaliste quand même. Je les compare parce que c'est des mangas du même style et de la même époque. Quand Rokudenashi a démarré en 88, Crows a démarré en 90, donc c'est vraiment des contemporains.
Donc voilà, Maeda poursuit ses pérégrinations entre chapitres de transition et évidemment chapitres à suivre où à chaque fois il y a un nouveau méchant à combattre, un mec qui veut toujours se taper avec lui, puis il finit toujours par réussir à lui mettre sur la gueule, la plupart du temps je dirais. Voilà, donc là on entre dans les 5 derniers tomes, puisque la série se terminera en 25 tomes. En tout cas pour cette édition-là, normalement l'édition normale c'était 40, 42, 43, peut-être 42 comme Dragon Ball. Il faut savoir qu'il a été contemporain de Dragon Ball, hein. Quand Dragon Ball a commencé, je crois, en 85 dans le Jump, lui il a commencé en 88. Et il trustait le podium, je crois bien. Donc très 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 bon manga. Très content de les avoir enfin lus. Voilà. Un peu longuet sur la fin, mais j'avais envie de passer à autre chose, clairement. Enchaîner 20 volumes de luxe comme ça. Voilà. Mais content de les avoir faits. Donc, ah oui, c'est de Masanori Morita, bien sûr, aux éditions Pika Graphics. Maintenant, Crows, aux éditions d'Arcana de Hiroshi Takahashi. Alors, Crows, ben, c'est un petit peu similaire à Okudenashi Blues, quant à son personnage principal qui est un bagarreur, mais qui ne se bat pas vraiment pour le plaisir. Enfin, en tout cas, Maeda pas trop. Le personnage de Crows, on a l'impression qu'il y prend un peu plus de plaisir. Là où Maeda a un peu plus de copains, lui il est beaucoup plus solitaire. Maeda aime moins se battre. Maeda se fait mettre sur la gueule quand même bien. On a l'impression que le mec de Crows, à part quand il s'est battu contre Lindaman, il frappe bien quand même. Harumichi Boya. Harumichi Boya. Voilà, donc là il y a tout un clan qui veut lui taper dessus, mais il défonce tout le monde. Enfin, voilà. Comment se termine le tome 3 déjà? Bah c'est ça, il éclate le clan en question. Et ça se termine sur ça. Je crois. Hmm. Ah non, il a un copain qui se fait tabasser, ouais. Ah oui, non, il y a une autre bande qui viennent les embêter. Enfin, j'ai l'impression que ça va toujours faire comme ça, Crows. Hein, de gang en gang, il va devoir tous se les farcir. On verra. J'ai lu un autre manga de baston, parce que c'était vraiment le mois de la baston, que je ne connaissais pas, Tough, l'aube d'une légende de Tetsuya Saruwatari aux éditions Delcourt Tonkam. Alors, c'est pareil, c'est du manga de baston. Alors là, c'est beaucoup plus centré baston, moins école. Pour le coup, on voit vraiment que du combat, je dirais. Alors certes, il est lycéen, mais il ne pense qu'au combat, qu'à devenir le plus fort. Un petit peu comme Baki, mais en beaucoup plus prétentieux. Hein. Par contre, à l'inverse de Baki, son père lui enseigne beaucoup de choses. Alors que voilà, Yujiro dans Baki, c'est une vraie ordure. Lui, son but là, c'est pas de battre son père en fait, c'est de devenir très fort, mais son père l'entraîne. Son père est extrêmement fort, hein, beaucoup plus fort que lui. Et donc, on a des personnages. Il y a deux combats principaux, je dirais, dans ce tome. Il y a le combat contre ce mec aux cheveux longs qui voulait plus combattre depuis qu'il avait tué par inadvertance son meilleur pote. Et on a après le début du combat contre ce judoka qui va faire les JO, qui est une vraie ordure dans le privé. Voilà, mais ça, ce sera pour le tome 2. Et son père, il l'entraîne. Il est cool, il est un peu sévère, mais il est cool. Voilà. Non, c'est un bon manga. De là à dire que c'est bien mieux que Baki, je suis pas sûr. Faudrait que je dise la suite. C'est sûr que ça a l'air mieux construit. Ça reste quand même improbable par différents aspects, mais ça a l'air effectivement d'avoir un peu plus de sens, d'être un peu plus construit. De toute façon, si vous cherchez un réel scénario à Baki, vous pouvez oublier, hein. C'est pas le but du manga.
Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Sous-Bouteille de Katsuhiro Fujita, un auteur que j'adore. Sous-Bouteille, je crois que c'est 20 tomes, hein. Je crois que c'est 20 tomes, peut-être même 24, je ne sais plus, j'hésite entre les deux. Donc on n'est pas près d'en voir le bout. Sous-Bouteille. Dans ce tome-là, nous voyons enfin ce personnage qui s'appelle Daido Sakamaki et qui est le propriétaire du manoir, et nous comprenons enfin pourquoi le sous-bouteille est tel qu'il est, les histoires avec les extraterrestres, ce qui se passe exactement avec les tableaux. On confirme leur faiblesse à l'azote, tout ça. Et voilà. Je pense que l'histoire va vraiment pouvoir avancer grâce à ces révélations. Voilà. Moi, j'avais peur que ce soit continuellement des combats dans le manoir. Ça laissait peu d'espace à autre chose, et en fait, pas du tout. On a des révélations. Lui, c'est un personnage du passé, c'est son ancien pote, il s'appelle Zanka Kinoshita, il faisait partie de la milice japonaise des années 30, je crois. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça, 1932. Je suis content que ça évolue comme ça, c'est très très bien. Fujita, c'est vraiment un génie du manga, de toute façon. Ensuite, bah, je vais vous présenter ça tout de suite, puisque c'est l'autre série que j'ai lue. Alors pourquoi? Bon, je vais décider de me les faire. Donc, tome 1 à 6 de The Ishino's Family Deadly Sins, édition Kana de Tyson 5. Nous avions déjà Le péché originel de ta copie en 2 tomes de Tyson 5. Et voici la deuxième œuvre que nous avons de lui. Je ne doute pas qu'il ait écrit autre chose, mais pour l'instant, nous ne les avons pas en France. Alors, c'est un trait très rond, très manga, brillant. Voilà, très, très cliché, mais ça raconte des choses assez terribles. Alors, en tout cas, ta copie, c'était le cas. The Ishino's Family Deadly Sins nous parle de la famille Ishino's, composée de 6 membres, qui a eu un accident de voiture. Et le dernier, prénommé Tsubasa, le fils, se réveille, et ils sont tous amnésiques. Et de là va naître une histoire où ils se rendent compte qu'ils ont une maison un peu bizarre, avec des chambres très glauques. Ils se rendent compte qu'à l'école, en fait, il est harcelé. Enfin, il y a des choses très bizarres. Parce qu'en fait, là, je vais vous spoiler, je suis obligé, sinon vous ne comprendrez rien à l'histoire. À chaque fin de tome, il y a des révélations, il y a des cliffhangers, des trucs. En fait, ils se rendent vite compte qu'ils sont à l'intérieur d'un rêve, duquel ils doivent se réveiller, ils vont de rêve en rêve. Alors, est-ce que parfois ils sont réveillés, pas réveillés? On a du mal à le capter, à l'appréhender. On comprend que c'est une famille qui était brisée, que le rêve leur permet de se reconstruire. Il y a un 7e membre aussi qu'on va découvrir assez vite. Voilà, je trouve que le scénario, le pitch global est super, mais en fait, j'ai trouvé ça très mal amené de la part de Tyson 5, et j'avais vraiment hâte que ça se termine. La fin est particulièrement nulle, et en plus, elle se termine au milieu du tome 6. Après, on a quelques histoires courtes. Une histoire courte, nulle à chier, sur un mec qui dessine des mangas érotiques avec le Premier ministre et son ministre des Finances. C'est insupportable. Mais voilà. Donc je n'ai pas trop apprécié cette lecture. J'imaginais que ce serait vraiment super. On me l'avait un peu vendu comme un chef-d'œuvre. Mais bon, c'était le tome 1 qu'on m'avait vendu. Donc en fait, ouais, le tome 1 pouvait prétendre à être un chef-d'œuvre. En fait, pas du tout. C'est pas nul, hein, mais voilà. On va enchaîner avec ce petit manga d'horreur, La Fillette de l'Enfer de Hideshi Ino aux éditions Imo. J'ai déjà les 6 autres tomes parus, à savoir L'Enfant Insecte, Le Chat Noir, Serpent Rouge, Panorama de l'Enfer, Le Cadavre Vivant et Onimbo. Donc ça, c'est le 7e volume, La Fillette de l'Enfer. Pourquoi est-ce que j'ai tant tardé à le lire? Parce que ça fait maintenant, je dirais au moins 2 ans, que Imo a prévu de faire une édition en très grand format, limitée à 1 ou 2 centaines d'exemplaires, à 150 €, enfin un truc incroyable.
Et je m'étais positionné dessus, et c'est toujours pas sorti, et de ce que j'ai compris, si l'imprimeur ne le ressort pas en novembre, ils abandonnent le projet. Donc je l'ai lu. Ça reste, comme tout ce que fait Hideshi Ino, quelque chose qui se lit très vite. Voilà, c'est du texte très simple. C'est des dessins très ronds, comme vous le voyez, des personnages avec des visages toujours très ronds, très cartoonesques, dans un style horreur gore, voilà, où vous avez une petite fille qui est abandonnée à la naissance par son père, qui a eu en fait des jumelles, dont une des deux est vraiment maléfique alors que l'autre est normale. Donc la gamine est abandonnée dans une décharge publique, elle grandit comme ça, et elle finit par se nourrir de sang humain, et puis elle attaque tout le monde. Elle mange des humains, et elle finit par retrouver sa sœur jumelle. Elle se confronte à ses parents, et au final, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait assassiner, et son corps disparaît. Et voilà. Moi, une fin un peu triste. Un manga un peu rapide, mais c'est ce qu'on demande à Hideshi Ino. Voilà, ça se lit bien, ça se mange sans faim, c'est comme un petit bonbon, voilà, c'est sans grand intérêt, mais c'est ce qu'on recherche quand on achète du Hideshi Ino, donc je suis pas déçu, je m'attendais vraiment à lire un manga comme ça. Petit manga que j'ai lu vraiment pour dire que j'en ai lu un de plus, parce que ça c'est vraiment du 5 minutes. Icons, le volume 2 de Shintaro Kago, dans lequel vous avez plein de personnages croqués à la Shintaro Kago, donc là pour le coup Abraham Lincoln, avec à chaque fois une citation en anglais. Donc The Mansion Press et Uber Edition, vous auriez pu faire l'effort, parce que ça c'est du financement participatif, vous auriez vraiment pu faire l'effort de traduire. Ça c'est Darwin, il y avait Batman, ah, il est là Batman, ça doit être Frédéric Chopin, ouais c'est ça. Lui c'est qui? C'est Gaudi. Voilà. Ça reste, voilà, c'est limité à 50 exemplaires. Alors je pense que celui sur Batman est limité à 50 exemplaires. Parce qu'en fait, vous aviez 6 couvertures possibles. Je me suis vraiment limité à une, faut pas non plus déconner. Et j'avais aussi le tome 1, je sais plus qui j'ai sur le tome 1. J'ai probablement Marilyn Monroe, je sais plus. Mais j'aime beaucoup l'imagerie de Kago. D'ailleurs, j'ai lu un Kago, là, début octobre, j'ai commencé. Je vais essayer de tout lire tout ce que j'avais pas lu avant la fin du mois. J'aime bien ce qu'il fait. Il fait des trucs très gore, très visuels, et en même temps des retournements de situation incroyables. Enfin là, j'ai lu Harem End, à la fin du premier chapitre, je n'avais jamais ressenti un tel étonnement dans un manga. Il se passe un truc, mais incroyable. Enfin pour moi, enfin voilà. Mais on en reparlera. Bon, 3 mangas très mainstream sur lesquels on va passer assez vite. Le tome 32 de One Punch Man de One et Yusuke Murata. On poursuit le combat contre les monstres. Alors on va peut-être être sur la fin. On a enfin... comment il s'appelle? Je me souviens jamais de son nom. On a enfin Saitama qui intervient. Et puis bah, si Saitama intervient, ça risque de clore le combat contre Garo. Garo dans sa version noire comme ça. Ça se lit toujours très bien. De toute façon, à mon avis, tout ce que fait Yusuke Murata se lit très bien. Parce qu'il a vraiment le dessin, mais incroyable. Je pense que c'est le plus grand dessinateur de shonen de tous les temps en termes de grandeur de dessin, en termes de visuel impactant. Hein. Vous avez évidemment l'auteur de Vagabond, Inoue, Takeiko Inoue, mais lui, je le classerais plus comme dessinateur de seinen, dessinateur de manga plus adulte, on va dire. Mais voilà, Murata, c'est un style qui lui va très très bien, le shonen de baston, vraiment de baston ou de sport, hein, comme sur Shield 21. Mais c'est grandiose, hein, il fait vraiment des choses incroyables. Mais voilà, mais niveau scénario, One, il se fait plus trop chier, j'ai l'impression. Bon, je prends pas un déplaisir à lire ça.
entendons-nous bien, mais c'est comme un One Piece en fait. Au bout d'un moment, ça va. Faut peut-être passer à autre chose, quoi. Par contre, un manga qui est vraiment de la merde, c'est celui-là, Kaiju Number 8 de Naoyama Matsumoto. Heureusement, le 15e est le pénultième, la fin dans le tome 16. Il ne se passe quasiment rien dans ce tome-là. On va même pas en parler. On s'achemine vers la fin, voilà. On pensait avoir tué le Kaiju Number 9, en fait pas du tout. Il revient, il tue le protagoniste principal, mais en fait non, il est pas mort, nanana. Et puis voilà, le prochain tome sera le dernier et on sera enfin débarrassé. Quant à Dan Dadan, de Yukino Butatsu, édition Crunchyroll aussi, quand One Punch Man c'était chez Kurokawa, et ça aussi c'est Crunchyroll. Alors Dan Dadan, ça par contre ça évolue bien. On a toute une succession de petits arcs narratifs. Le dessin est pour le coup incroyable aussi. C'est un grand dessinateur, mais pour moi il n'a pas encore fait ses preuves, dans le sens où c'est sa première œuvre, en tout cas publiée chez nous. Et probablement de cette longueur, de toute façon. Il est encore jeune, Yukino Butatsu. Donc son œuvre est très bien. Là, on a terminé un arc. Ah oui, on termine l'arc et comme il a récupéré sa deuxième boule, le petit Ken, comment il s'appelle? Oui, Ken Takakura, Okarun. Eh bien, ils ont promis à Meme Turbo de lui rendre son pouvoir, et donc il rend son pouvoir à Meme Turbo, et elle se casse en disant adieu. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on pourrait dire que l'œuvre est en pause, quoi. On est vraiment entre deux arcs narratifs. Voilà, sachant que là, on a totalement terminé. Donc l'arc du mec qui avait des cartes, là. Comment il s'appelle? Ils ont toujours des noms à coucher dehors. Les monstres. Bon. Ils doivent donner son nom. La carte enchantée, voilà. Dan Dan Dan, pour moi, ça reste le meilleur shonen en cours de publication. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est frais, c'est pas du tout... c'est très peu mainstream, en fait. Il apporte vraiment un vent de fraîcheur, tout en étant très shonen, très baston. Il faut vraiment le faire pour le croire. Enfin, le lire, en tout cas. Pardon. Un manga pour lequel j'ai versé ma petite larme, The Fable, dernier volume, le 22e, Katsuhisa Minami, édition Pika. Je pourrais dire que la fin était très agréable. Une fin parfaite, ça n'existe pas, je pense. Mais ce n'est pas une mauvaise fin. Voilà, ça se termine comme ça doit se terminer. Le méchant est éliminé. Avec grandeur, je dirais. Et puis The Fable et sa pseudo-sœur vont regagner leur organisation. Mais nous savons que The Fable First Contact, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. En 8 volumes, je crois. Existe et sera probablement édité par Pika parce que je pense que l'œuvre a dû bien marcher. C'était vraiment un grand plaisir de lire The Fable. Merci à toi. On se reverra, mon ami. On se reverra. En tout cas, je guetterai les prochaines œuvres de cet auteur parce que c'est un grand auteur pour moi. Un manga qui va bientôt nous quitter aussi, c'est Evol, le tome 9, le pénultième, Atsushi Kaneko. Et là, à l'inverse de Kaiju Number 8, c'est une fin que j'attends avec réelle impatience, mais pas pour que ça se termine enfin, pour avoir une conclusion à la hauteur de la beauté graphique et scénaristique de cet ouvrage qui est tout bonnement incroyable, qui me fait, je ne le dirai jamais assez, penser à un comics. Mais de toute façon, l'auteur, j'avais lu une de ses interviews dans Atom, est un grand lecteur de comics, hein, il est fan, donc il a quand même fait un manga de super-héros, on va dire un petit peu à la The Boys, dans le sens où tout le monde est un salopard, dans un style très, très comics, on sent vraiment l'influence américaine. Et je pense que ça peut se terminer en apothéose, sachant que là, les Evols, les trois sont enfin réunis, et ils vont peut-être pouvoir s'attaquer à la boss finale. Vous voyez, ils sont là tous les trois. Voilà. Mais le manga, je crois, n'est même pas terminé au Japon. C'est-à-dire que le dernier chapitre n'est pas encore publié. Peut-être qu'il est écrit, hein, mais il n'est même pas encore sorti en prépublication. Donc, je pense qu'il faudra bien encore 6 bons mois avant d'avoir la fin en France, au minimum.
Je dis ça au minimum. Paru Itagaki, édition Kiun, Sanda, tome 4. L'histoire avance, l'histoire évolue, cette histoire de jeune garçon qui peut se transformer en Père Noël. Est-ce que ce tome-là apporte beaucoup de choses? Je n'ai pas vraiment l'impression. J'ai rien relevé de très marquant dans l'évolution scénaristique. Mais nous nous acheminons vers une forme d'attentat envers les adultes, je crois, pour le prochain tome sûrement. Donc probablement que le tome 5 sera plus impactant. Ce tome 4 fait plutôt penser à un tome de transition. À l'inverse du tome 4 de Starving Révélation, qui lui a été incroyable, donc Yu Kuraishi Kazu Inabe, édition Pika. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une révélation majeure, et on comprend enfin pourquoi c'est une pseudo-suite, enfin c'est une suite de Starving Anonymous. Là, à part les extraterrestres qui restent, mais on n'avait vraiment pas de lien, mais en fait tout simplement il suffit de regarder sur la couve, et ça ce sont les deux personnages principaux, hormis le petit gamin qu'on suivait tout le temps là dans Starving Anonymous, mais ce sont les deux qui avaient des pouvoirs là. Enfin lui qui pouvait se régénérer totalement, et lui qui était très intelligent, qui couchait avec la fille de son directeur de recherche. Enfin voilà, ils apparaissent dans ce tome. Ils apparaissent enfin, et on nous explique... Alors qu'est-ce qu'on nous explique? Parce que j'ai relu en fait, j'ai relu vite fait le tome 7 d'Anonymous, et effectivement ça semble potentiellement corrélé. Ouais, voilà. En fait, les deux personnages, ils ont transmis leur corps et leur connaissance à un gamin qui était harcelé, qui se laissait pas faire et tout, ouais, qui s'est fait tuer par ses parents. Enfin, ils l'ont poussé d'une falaise parce qu'il était trop malingre. Ah oui, c'est ça, les gamins qui sont pas assez bons pour être donnés à bouffer aux extraterrestres, bah, on les fout en l'air. Et donc, ils ont rencontré ces deux personnages. Alors, pourquoi est-ce qu'il les a rencontrés? Une sorte de méduse bizarre. Bon, ça, c'est le côté un peu onirique. Et donc, il a obtenu leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'il se régénère à fond. Et donc on comprend, voilà, pourquoi il peut se régénérer comme ça, et pourquoi le scientifique était sorti de son corps là quand on l'avait coupé en deux. Ouais, c'est là, je crois. Voilà. Enfin bref, il faudrait lire et relire les Anonymous, je dirais, à la suite pour bien tout appréhender. Mais non, le manga est très sympa. À la fin, il y a un vieux incroyablement badass qui arrive et qui bute qui bute un des mecs qui emmerdait les personnages principaux. Et finalement, non, il a pas l'air si méchant parce qu'il a recueilli les gamins. Là. Peut-être qu'il est de leur côté, mais non, il semblait pourtant être un peu... ne pas être très cool. Ah non, c'est juste que j'ai pris avec ironie ce qu'il a dit, mais non, il dit qu'il est fan de lui. Non. On verra dans le tome 5, mais en tout cas, j'aime vraiment bien. Je pense que je me ferai les Fortress of Apocalypse, parce que j'ai déjà fait Dungeon. Donc, ouais. 10 volumes, 4 volumes, 7 volumes. Et ça fera 7 volumes aussi. Donc là, Starving Révélation, ouais, je savais pas trop où ça allait, mais là, j'ai l'impression que ça... Il y a un vrai lien, une vraie connexion avec Anonymous, ça me fait plaisir. Un manga qui m'a vraiment fait chier, le tome 18 de Solo Leveling. Donc, Disciple, Shugong et H-Gong. Donc, c'est l'épilogue en 3 volumes après le tome 16, donc 17, 18, 19. Et en fait, ça aurait dû s'arrêter au tome 16. Hein. À partir du 17, ça part en couille, c'est chiant. Les dessins sont toujours les mêmes, mais on voit que le scénariste a changé, c'est chiant, c'est nul.
Je pensais que ça s'arrêterait au 19. En fait, non, ils enchaînent avec les Ragnarok. Ça me gonfle. J'aimais beaucoup ce manga. Je comprenais tout. Je suivais bien l'action. Enfin, ce webtoon. Et là, le tome 17 a tout cassé. Je suis dégoûté. Un autre manga assez mainstream, c'est Valkyrie Apocalypse, tome 24, qui va voir se conclure le combat entre Shoji Okita et Susanoo, avec la victoire bien sûr de Shoji Okita, ce qui met les équipes à 11-11. Ouais, 11-11. Non, 10-10. Mais ils sont combien? Ils sont 13. Oui, c'est ça. Oui, 10-10, pardon. 5-5, quoi. Ils ont fait 10 combats. Pourquoi je dis 11-11? Je suis un peu fatigué là. Voilà, 5-5. Il y a eu 10 combats, il y a 13 potentiels combats. On arrive sur les 3 derniers combats. On a une révélation sur Siegfried qui, à mon sens, est quand même peu. Alors, non, 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 je déconne. C'est pas peu intéressant parce qu'en fait, on comprend enfin quels sont les 4 dieux originels et du coup, pourquoi Odin est une vraie pourriture. Parce qu'en fait, il y a 4 dieux originels au-dessus des autres dieux qui veulent sortir d'un sceau, enfin d'une prison dans laquelle ils sont scellés à cause d'objets magiques. Voilà, Odin, le dieu suprême. Et en fait, le Ragnarok leur aurait permis de sortir et en fait de défoncer tout le monde et d'être que tous les 4. Et je crois que les autres dieux ignorent cela. Et en 11e champion, on va avoir Loki. Alors Loki, vous savez qui c'est, bien sûr, le frère de Thor, le malin. Et pour les humains, l'humanité, vous avez Simo Aya. Et Simo Aya, c'est un Finlandais, je crois. Je vais vérifier la nationalité. Ça s'appelle la Mort Blanche. Je crois, je suis presque sûr que c'est un Finlandais. Et si c'est pas un Finlandais, c'est un Norvégien. En tout cas, c'est, d'après ce que dit Wikipédia, le sniper qui a abattu le plus de monde pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Voilà, lui tout seul, il a buté plusieurs centaines de personnes. Et il y avait un gros billet sur sa tête pour l'arrêter. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera en combat. Parce qu'à mon avis, il doit être nul à chier en combat rapproché. Et Loki aussi. Donc, on verra ce que ça donnera. Un bon combat de fourberie. Mon petit chouchou, Jumbo Max, Tsutomu Takahashi, édition Pika, le tome 10. Qu'apportait ce tome? J'ai pas souvenir qu'il ait apporté grand-chose. Le personnage de Tateo va voir un mafieux pour qu'il l'aide un petit peu à diffuser le produit, je crois. Et ouais. Et l'équipe de police enquête pour essayer de choper Kanoko. Voilà. Bon, je dirais petit tome de transition aussi, il se passe rien de grandiose, mais ça fait toujours bien. Moi, j'aime toujours beaucoup Jumbo Max, mais c'est clairement pas l'œuvre que je conseillerais à quelqu'un pour débuter dans le Tsutomu Takahashi. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft aux éditions Kiun Gutanabe, j'adore toujours autant cette collection. La beauté de l'ouvrage. Hein. La couleur, toujours une couleur différente. Par contre, l'indicible, si je me souviens bien, c'est 3 histoires. Vous avez... non, il y a un rêveur. Ça, c'est une toute petite histoire. Polaris, le terrible vieillard. L'étrange maison haute dans la brume. Témoignage de Randolph Carter. L'indicible et la clé d'argent. Ah oui, voilà, il y a toutes ces histoires, avec parfois des personnages qu'on retrouve d'une histoire sur l'autre. Ça m'a pas transcendé.
ça m'a pas transcendé de là à dire que c'est le moins intéressant. En tout cas, je dirais que c'est un des deux les moins intéressants, avec celui qui était sorti juste avant, qui est là-bas, je sais plus lequel c'était, Les Chats du Tard, je crois. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il a déjà fait tout ce qui est tous les récits les plus intéressants, sauf La Maison de la Sorcière, je crois, toujours pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Il a déjà fait La Maison de la Sorcière? J'ai vérifié, il n'a pas fait La Maison de la Sorcière. Mais moi, je l'avais lu. Je l'avais lu, donc j'ai des images en tête. Mais effectivement, je crois pas qu'il l'ait fait. Non, ça ne doit pas faire partie des... Parce que c'était un texte assez long quand même, hein, ça pourrait faire l'objet d'un recueil unique. Et le dernier manga de ce mois-ci, et ensuite je rends l'antenne, c'est June de Shotaro Ishinomori, que nous attendions depuis un moment. Je n'avais pas lu de Shotaro Ishinomori, j'en ai un. J'ai Kamen Rider, mais et Kurenai Sanshiro, qui n'est absolument pas de lui, mais Kamen Rider c'est de lui, en 2 tomes aux éditions Isan, mais je ne l'ai pas lu. Donc c'est la première fois que je lis du Shotaro Ishinomori. Alors celui-ci, c'est vraiment son récit autobiographique. Je dirais, c'est son récit à mon avis le plus intime. Il y a très peu de texte, très 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 peu de texte. Donc ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. C'est très onirique. Vous suivez un personnage qui, je dirais, qui se balade dans ses rêves, qui est probablement l'auteur lui-même. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de récit. Je le lis, j'y prends un certain plaisir parce que c'est pas désagréable de voir des beaux dessins, une belle, une belle, une belle pagination, un bel ouvrage, mais de là à dire que j'ai pris un plaisir fou, pas vraiment. C'est marrant, j'ai l'impression de ne pas avoir vu tout ça. Pourrais-je couper avant la fin? Non, mais j'ai dû m'endormir. Ça me dit rien à la fin, là. Ah, si, si, si. Hmm. C'est très particulier quand même, hein. C'est très très particulier. Voilà. On dirait limite des planches qui se suivent. Sans réelle continuité. En tout cas, la fin de l'œuvre, c'est ça. Disons qu'avant, c'est un peu plus rythmé encore. Hmm. On retrouve un trait très proche de Tezuka, hein. On voit que l'auteur a été l'assistant du maître. Hmm, hmm, hmm. Ouais, bah, il y a son père qui apparaît, qui est dessinateur de manga.
et qui l'engueule parce que lui-même veut devenir dessinateur de manga. Et lui dit que c'est pas un bon métier. Bon, il a peut-être raison, hein. À mon avis, il y a beaucoup de dessinateurs de manga qui gagnent pas très bien leur vie, qui font pas grand-chose, enfin qui survivent quoi, en étant assistants. À mon avis, c'est un peu comme dans le monde du spectacle. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. En quelque sorte, ça fait partie du monde du spectacle. Et là, je parlais plutôt en termes de carrière audiovisuelle. Enfin, voilà. Ouais. Bon, mais ça se lit vraiment très très vite, hein. Ça se lit vraiment très très vite. Ouais, non, j'avais bien lu tout ça. Mais voilà, ça, limite, on le feuillette. Enfin bref, voilà. Ça reste quand même une belle lecture en termes de poésie. Mais voilà, c'est cela et rien d'autre. Sur ce, le bilan est terminé. Je vous fais les gros bisous et je vous dis à bientôt.